Comment trouver le bon agent immobilier? Alors Dominique, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre un bon et un mauvais agent immobilier, s'il te plaît? Alors ça, c'est une question que j'adore, évidemment, je me sens concerné. La différence entre un bon et un mauvais agent immobilier, c'est comme avec les chasseurs, hein. C'est quoi un bon chasseur, c'est quoi un mauvais chasseur? Alors, on m'avait posé cette question en conférence devant 80 personnes et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je m'étais jamais posé la question. C'est quoi la différence entre un bon agent immobilier et un mauvais agent immobilier? Et le bon agent immobilier, je pense que d'abord, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à ton projet. Si vous rencontrez des agents immobiliers qui ne s'intéressent pas à votre projet, vous allez perdre du temps parce qu'il va traiter votre demande par-dessus la jambe. Déjà, tout simplement. Après, est-ce qu'il parle le même langage que vous? Parce que l'agent immobilier qui n'a pas investi lui-même, il sait pas de quoi il parle. Je suis désolé. C'est comme le banquier qui n'a pas investi lui-même. Il vous parle de crédit immobilier pour la résidence principale, mais pas pour faire de la location parce qu'il sait pas ce que c'est. Et il me dit, bah, si ça marchait, ça se saurait. Ça ne marche pas. Donc, le banquier, l'agent immobilier qui savent de quoi il parle, on le sait tout de suite. Surtout quand on a commencé nous-mêmes à investir. Et puis, parfois, même des agents immobiliers qui posent des questions. Quand je fais des visites moi-même en tant qu'investisseur avec des agents immobiliers, c'est eux qui me posent des questions. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Moi, je réponds parce que j'aime bien et puis c'est toujours flatteur d'avoir l'impression d'en savoir plus que l'agent immobilier lui-même. Mais c'est dommage. Donc, le bon agent immobilier, il s'intéresse à votre projet. Ça, c'est nécessaire. Et pour qu'il s'intéresse à votre projet, c'est pas juste le fait de dire « Ah, c'est super » parce que ça aussi, « Ah, c'est super votre projet et tout ». Il a rien compris. Hein, il a rien compris. Dans l'annonce, il met idéal investisseur. Méfiez-vous parce que l'investisseur sait ce qui est idéal pour lui, il sait ce qu'il recherche. Parce que l'idéal investisseur, selon que je veuille faire de la colocation, selon que je vais faire de la location nue, selon que je vais faire de la location meublée, selon que je vais faire de la location saisonnière, ben c'est pas le même investissement, donc c'est pas le même idéal. Parce que j'y aura une question d'emplacement. Donc, si moi, j'estime que le centre-ville pour la location saisonnière, c'est bien, c'est mon choix. Mais je peux aussi dire non, je vais être proche des axes routiers et surtout pas dans les centres-villes. Donc, l'agent immobilier qui me connaît pas, qui dans son annonce met idéal investisseur, il a rien compris, il sait pas à qui s'adresse. Donc ça me hérisse. Et je regarde quand même pour savoir pourquoi c'est idéal. Je sais jamais. Je sais jamais pourquoi c'est idéal. Pourquoi, finalement, c'est juste embelli dans les phrases, mais au final, tu comprends pas qu'est-ce qu'il a de plus attrayant qu'un autre logement. C'est parce qu'il sait pas quoi mettre. Donc, il dit, je sais pas quoi mettre, je vais mettre idéal investisseur, ça va bien intéresser quelqu'un. Mais il faut savoir que l'investisseur débutant a du mal à se décider. C'est pas parce qu'on met idéal investisseur, alors ça va attirer son attention, c'est pas pour autant qu'il va se décider. Et l'investisseur chevronné, lui, il s'en fiche. Il regarde le prix, la photo et les caractéristiques techniques et pas tout le texte ronflant. Parfois, on voit, je trouverai des exemples d'annonces où sur deux écrans comme ça, on explique que on se retrouve au carrefour des cultures, au carrefour de la source, sur le plateau de Langres où la Seine prend sa source, qui va croiser un peu plus loin dans sa descente dans la montagne, la Roche. Je t'assure, j'en ai et on va les mettre à l'écran. Et donc, ça sert à rien parce que l'acheteur, il sait où il veut acheter. Et il va pas acheter un endroit parce qu'on est au carrefour des cultures ou parce qu'on est à 500 mètres de la source de la Seine, donc en Haute-Marne. Ça n'a aucun sens. Et il y en a qui mettent ça. Alors, ils vont dire, oui, c'est pour le référencement. Mais on s'en fout, on s'en fout. Si on veut acheter un bien immobilier, c'est pour faire du rendement, c'est pas par rapport à de la poésie. Donc, si on veut acheter quelque part, on sait où on veut acheter, on a déjà défini notre périmètre. Donc, l'agent immobilier qui met tout un blabla et qui met idéal investisseur, déjà, moi, ça m'énerve. Donc, il n'est pas bon parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ensuite, lui-même, est-ce qu'il a investi ou pas? Si vous dites, non, moi, j'investis pas, j'ai pas envie d'avoir des ennuis, et encore, je suis poli, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'y a pas d'ennui qui soit lié à un business plus qu'à un autre. On fait du business, l'investissement c'est un business. Donc, pour trouver le bon agent immobilier, pour pouvoir se synchroniser avec lui, s'il sait de quoi il parle, ça va être beaucoup plus fluide parce qu'on va parler de rendement, on va parler de proximité, des écoles, des axes routiers, de plein de choses que de toute façon on connaît déjà, vu qu'on sait où on veut investir et on sait où on veut investir parce qu'on est dans la ville et on sait de quoi on parle et on sait ce qu'on recherche. Ensuite, depuis quand est-il agent immobilier? Est-ce qu'il est devenu agent? Est-ce qu'il est agent immobilier depuis 30 ans?
ça veut rien dire parce que s'il a jamais investi lui-même, ça veut rien dire. S'il est agent immobilier mais qu'avant il était investisseur comme moi et qu'il a fait le choix de se lancer dans la transaction immobilière, il connaissait déjà l'investissement immobilier avant. Je vois moi quand j'ai des acheteurs qui m'appellent pour la visite d'un immeuble, eh ben on se synchronise tout de suite. Je leur pose des questions, c'est des petites subtilités, mais qui leur permettent de savoir que je sais de quoi je parle et du coup que quand je leur donne des réponses, c'est des réponses appuyées parce que je connais le bien et moi-même j'ai de l'expérience dans le domaine de l'investissement. Tu leur dis du coup que tu es toi-même investisseur ou tu gardes un petit peu cette part de mystère? Souvent, je ne sais pas me taire, donc je finis par le lâcher, mais j'évite de le dire. Alors, ils me disent, bon, on voit que vous connaissez le sujet, et parfois, au détour de la conversation, je dis, bah oui, parce que moi-même, je suis investisseur, mais c'est à double tranchant, parce que quand je dis que je suis moi-même investisseur, ça permet de justifier ma connaissance de l'investissement, mais souvent, au moment de la visite, ils disent, mais pourquoi vous ne l'achetez pas vous-même? Mais ils me disent ça à chaque fois, donc je ne peux pas tout acheter, tout simplement. Je ne veux pas tout acheter. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais vous gardez les meilleures affaires, mais il n'y a pas de meilleures affaires. Même les meilleures affaires, je peux pas tout acheter, donc je les vends parce que j'ai des clients vendeurs qui me les confient. Donc, il n'y a pas de choses cachées ou de secrets ou les meilleures affaires que seuls les agents immobiliers gardent pour eux parce que eux-mêmes ne savent même pas pour la plupart ce que c'est une bonne affaire. Pour la plupart des agents immobiliers, une bonne affaire, c'est une affaire qui peut vendre rapidement, c'est bon, ça fait leur réputation, ils vendent rapidement, ils vont avoir d'autres affaires à vendre rapidement et tout va bien. Mais quand on parle d'investissement, c'est pas du tout le même registre. Donc, ce qui est important, c'est bien savoir s'il sait de quoi il parle, déjà. Et on détecte très vite s'il sait de quoi il parle. Ensuite, est-ce qu'il a une bonne connaissance de la ville? J'ai vu des investisseurs, des agents immobiliers qui me disaient « Ah, ici, c'est un endroit idéal, c'est super et tout. » Je dis « Ok, vous habitez dans le coin ?» Non, non, pas du tout. Un agent immobilier qui travaille dans mon secteur et qui habite à 100 km d'ici, il n'est pas bien placé pour me dire que c'est super, sinon il habiterait là. Donc, c'est drôle quand il dit non mais ici c'est vraiment bien, je vous le garantis. Je voyais bien que c'était faux parce que moi je connaissais l'endroit. Je dis mais vous habitez là? Il dit non pas du tout. Je dis mais moi j'habite sur le secteur où je travaille. Et donc quand je vends un bien, je sais de quoi je parle parce que moi-même j'habite là. Et je peux dire à mes acheteurs, investisseurs, moi j'habite juste à côté. Donc si vous avez un doute sur la rue, je serais quand même malade d'habiter dans une rue qui ne me convient pas. Moi j'habite à côté donc je suis crédible. Et ensuite ce qui est important, avec le bon agent immobilier, c'est pouvoir faire des visites. L'agent immobilier qui va dire « Ouais, écoutez, vous passez au bureau, on va regarder sur l'ordinateur. » Non, on n'achète pas sur catalogue, on achète sur visite parce que le coup de cœur, on peut l'avoir sur des photos. Mais sur les photos, on peut masquer les défauts. Ça peut révéler des défauts, mais des fois, les pièces sont plus lumineuses, elles sont plus grandes avec les appareils photo hyper grand angle, avec le mode HDR où on éclaircit, tout est blanc. On a une impression qui est fausse quand on arrive sur place. Et ça, c'est un piège. T'en penses quoi du coup de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire des visites virtuelles par exemple? C'est quelque chose que tu adhères toi ou pas du tout? La visite virtuelle, c'est surtout un avantage vis-à-vis du vendeur pour lui dire nous on apporte un plus par rapport à l'autre agence parce qu'on propose la visite virtuelle. La visite virtuelle a une vertu par rapport à l'acheteur, c'est qu'il peut éliminer. Il peut dire j'ai fait la visite virtuelle, ça me plaît pas. Elle permet rarement d'acheter parce qu'il faut quand même être sur place parce que dans la visite virtuelle, on voit le bien, on voit pas l'extérieur, on sent pas les odeurs, on n'entend pas les bruits, les nuisances. Tiens, il y a les avions qui passent au-dessus tous les jours à la même heure. Ça, on le voit pas dans la visite virtuelle. Par contre, elle permet d'éliminer un bien qui ah ouais non mais la configuration des pièces ne me convient pas. J'ai néanmoins fait des ventes grâce à la visite virtuelle pendant la période Covid et post-Covid où les gens se déplaçaient peu ou à distance, ils disaient écoutez, on fait… Par contrainte quoi. C'était par contrainte et dans l'investissement, on peut acheter, il y a des investisseurs qui achètent juste avec une visio FaceTime ou WhatsApp avec l'agent immobilier et donc l'investisseur qui dit écoutez, allez voir dans tel coin, est-ce que vous pouvez me montrer ça, est-ce que vous pouvez me montrer ça. J'ai fait une vente comme ça. Je n'aime pas, parce que moi-même, je n'ai pas l'intention de cacher des choses, mais je ne veux pas que l'investisseur puisse me dire « Ah, mais ça, vous ne me l'aviez pas dit. » Donc moi, je leur dis… pas vu. Ou je ne l'ai pas vu.
moi je leur dis bien, venez sur place, j'exige que vous veniez sur place, je ne vous vends pas le bien si vous ne venez pas voir par vous-même, parce qu'effectivement la visite virtuelle c'est une chose, mais on ne se rend pas compte de l'environnement, des nuisances sonores, olfactives, des nuisances, il peut y avoir toutes sortes de nuisances, ou de choses qui peuvent nous paraître sans intérêt, et qui pour d'autres vont être compliquées. La proximité du chemin de fer, est-ce que c'est un problème? Pour certains oui, pour certains pas du tout. Mais du coup, si tu as par exemple un investisseur qui te contacte et qui dit bon ben voilà, moi je souhaiterais avoir une visite virtuelle dans un premier temps pour pas me déplacer pour rien, etc. Et au final, il te dit bon ben écoutez, l'appartement il me convient, moi je souhaiterais acheter à distance et donner une procuration le jour de l'acte authentique, en prenant l'hypothèse que je sais pas qu'en fait la personne elle habite à 1500 km du logement. Est-ce que là du coup ton angle de vue par rapport à cette situation, elle changerait ou pas du tout? Oui, là c'est différent parce que là, effectivement, c'est une personne qui est loin. Donc 1500 km, elle est hors de France, de toute façon. 1000 km, elle est à l'autre bout de la France et elle veut acheter. Je lui demande pourquoi elle veut acheter dans mon secteur. Pourquoi de si loin elle veut acheter là? Alors la réponse, c'est parce que chez vous, j'ai entendu que c'était rentable ou parce que j'ai la famille dans le secteur. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Donc s'il y a la famille, je connais un peu le secteur. Je veux bien accepter si la personne est loin, qui dit moi de toute façon, je me déplacerai jamais. Je vous confie la gestion locative, je m'occupe de rien, vous me trouvez les locataires. Donc je me dis bon, c'est un achat papier. Elle a un investissement. Elle s'occupe ni des locataires, ni de l'entretien, ni des travaux. Ça reste un investissement qu'elle peut revendre de la même façon. Mais si c'est une personne qui veut venir après sur place et regarder, je dis bah écoutez, on attend que vous veniez, mais venez voir. J'avais vendu un immeuble comme ça à un investisseur parisien qui disait non mais je connais la ville, je connais la ville parce que j'y ai grandi, donc je me déplace pas, ça me va, l'emplacement je connais, ça me va. Je me suis dit bon, dans le diagnostic à amiante, il y a une paroi, c'était des tôles ondulées, mais qui servaient de paroi entre le garage et puis la cour, qui était en amiante, et ce qui freinait certaines personnes qui disaient non mais c'est de l'amiante, ça je veux pas. Bon, c'est pas un problème en soi, mais qui disaient non ça m'intéresse pas, et d'autres qui disaient moi je m'en fiche, l'amiante ne me pose pas de problème. Et cet acheteur-là, je ne pouvais pas lui dire, écoutez, venez voir parce qu'il y a une cloison en amiante, parce que là, forcément, il ne venait pas. Bon, à ce moment-là, je ne vais pas prendre le risque. Mais je voulais qu'il vienne pour qu'il voie de lui-même, qu'il constate de lui-même. Donc, il est venu. C'est plus parlant, en fait, sur place. Et surtout, je lui ai rien caché. Parce que si je lui cache quelque chose, je suis fautif en tant qu'agent immobilier. Et j'engage ma responsabilité. Donc, j'ai dit, écoutez, venez voir sur place. On prend rendez-vous. Il est venu voir sur place. Diagnostic à l'amiante à l'appui. C'est où qu'il y a l'amiante? Ah, ok. Non, mais moi, ça me va. Et il a acheté. Mais je voulais qu'il vienne. Donc, ce qui est important, c'est multiplier les visites avec l'agent immobilier pour créer un lien de connivence, pour qu'il se rende bien compte que vous avez envie d'acheter et que demain, il vous appelle en disant « ben là, j'ai quelque chose pour vous. On a fait 10 visites ensemble, je vous connais, je sais que ça va vous plaire, venez voir. » L'agent immobilier qui ne veut pas faire de visite parce que vous en avez fait 10 et que vous n'avez rien acheté, c'est qu'il n'a rien compris. Si vous enchaînez les visites, c'est que vous êtes bien décidé à acheter. Si vous faites une visite, vous n'allez pas forcément acheter. Si vous en faites 10, la 11e, ça sera peut-être la bonne pour lui. Donc ça, c'est important. L'agent immobilier, il n'est pas disponible H24, évidemment, mais il est disponible dans l'écoute et pour vous permettre de vous ouvrir les portes et vous faire visiter ce qui peut correspondre à vos attentes. Et à un moment, ça sera le bon pour lui et pour vous.